Merci professeur d'être là. Bonjour. Vous voilà devenu un iconoclaste, un provocateur. Vous vous êtes fait en quelques mois une image de rebelle de la santé. Hein. Je suis pas du tout un rebelle. Moi, j'étais dans le système. J'ai conseillé des gouvernements pendant 15 ans sur la gestion des crises. Et moi, je suis dans la même logique. Et les autorités doivent prendre des mesures sur les... Je suis pragmatique sur les données de terrain. Oui. Et je vois un décalage énorme depuis quelques mois et ça continue. Voilà, je ne suis pas du tout provocateur. Je dis simplement la vérité ou ce que je pense, Oui. ce que je vois sur le terrain. Je vous pose la question que je pose à tous ceux qui nous écoutent. Y a-t-il eu, selon vous, depuis des mois, un mensonge d'État ? Ben, c'est évident, ça a commencé dès le début avec les masques, avec les tests, avec la chloroquine. On n'arrête pas. Et ça me choque beaucoup. Moi, j'avais beaucoup de respect pour nos institutions, pour le ministère de la Santé. J'ai travaillé pendant des années et là, je ne reconnais plus la République française, quoi, qui n'est plus au service des citoyens, des malades, et qui fait un film sur cette pandémie qui ne correspond plus à la réalité. La question qui se pose aujourd'hui, c'est celle des médecins. Que des hommes d'État aient pu mentir, ma foi, ce n'est pas la première fois, mais qu'on ait vu sur les plateaux des chaînes d'infos se succéder pendant des mois et des mois, des infectiologues, des universitaires, qui ont repris à peu près tous les refrains des politiques, hein, de la grippette à si vous avez des masques, rapportez-les dans les pharmacies. Enfin, on a tout vu, tout entendu. Politique, ça nous semble, citoyens français, après tout, est habitué au petit mensonge des politiques, mais que des médecins, que des professeurs des médecines, et relayer cela, c'est quand même inquiétant. Beaucoup de citoyens, de patients français même, se grattent la tête et se disent pourquoi ces médecins ont-ils fait cela ? C'est curieux, je ne citerai pas de nom, mais il y a beaucoup de médecins que vous citez, vous leur tenez pas leur nom, mais qui ont changé d'avis régulièrement au fil de l'actualité. Moi, si vous regardez depuis le début, j'ai jamais changé de discours. Alors pourquoi ils disent ça? Parce que si vous regardez, c'est une petite élite qui a quand même des conflits d'intérêts majeurs avec l'industrie pharmaceutique. Je pense que c'est vraiment le cœur du problème. Alors, quand vous parlez des médecins, je peux vous dire que plus de 90% des médecins de France, surtout les généralistes, même les spécialistes dans plein de régions, me soutiennent à fond. Je reçois des centaines de mails, de témoignages tous les jours. C'est pas les médecins, c'est une petite élite qui, malheureusement, est au service de l'État. Vous avez déchaîné les foules lorsque vous avez apporté votre soutien au professeur Raoult, enfin lorsque vous avez dit que vous étiez en convergence avec lui sur l'hydroxychloroquine notamment. Est-ce que vous regrettez, parce que l'hydroxychloroquine, plus le temps passe et plus on nous dit, je mets quand même d'énormes guillemets, que finalement c'était une mauvaise idée de l'administrer, que c'est perdant et que finalement on s'est fait des illusions, Raoult en premier lieu et vous aussi. Raoult, il a une personnalité qui est un petit peu difficile, mais j'ai beaucoup d'admiration pour lui. C'est un des meilleurs chercheurs dans le monde. Dès le début, je l'ai soutenu parce qu'il disait la vérité. Et alors, quand vous dites que l'hydroxychloroquine c'est contesté dans des articles bidons. Et si vous regardez maintenant toutes les publications qui sortent dans le monde, que ce soit au Bangladesh, en Italie, à New York, partout, toutes les études qui sortent maintenant sont largement en faveur de l'hydroxychloroquine qui montre que ça diminue la mortalité. Donc, c'est vrai qu'il y a une étude qui est sortie. Alors, malheureusement, tous les médias ont relayé sans même lire vraiment le contenu scientifique par des petits jeunes dont un interne de Bichat qui est à l'Imperial College actuellement en thèse de sciences à Londres. Et je rappelle que l'Imperial College est financé par Bill Gates et que c'est l'Imperial College de Londres qui a dit qu'il allait y avoir 500 000 morts en Grande-Bretagne, en France. Donc, et quand on regarde ce qu'ils appellent une méta-analyse dans le jargon médical, ça veut dire une analyse de tout ce qui est publié sur le sujet. Ils ont retenu, je n'ai plus le chiffre exact en tête, mais du style 25 études, alors qu'il y en avait 800 qu'ils avaient analysées, mais ils ont écarté toutes les études qui ne les arrangeaient pas. Et notamment, ils ont écarté toutes les études où il n'y avait pas de mort. Vous continuez, vous, à administrer de l'hydroxychloroquine? Ça marche à plus de 95%. Ouais. Quand on donne l'hydroxychloroquine, azithromycine, et maintenant j'ajoute le zinc, les gens sont améliorés en moins de 48 heures, c'est magnifique. Et vous avez chez vous, dans votre service, des résultats statistiques sur la survie, enfin je ne sais pas comment on dit médicalement, qui sont supérieurs à ceux qu'on observe dans les hôpitaux en général? Bien sûr, on l'a publié. Alors l'étude a été longue à sortir. Il y a eu beaucoup de polémiques parce qu'on avait mis ce qu'on appelle un préprint, c'est-à-dire une version préliminaire. On s'est fait insulter de partout en disant que c'était un scandale. Maintenant, l'étude est publiée.
et on a des excellents résultats. Alors, on n'a pas traité tout le monde parce qu'il y avait des formes extrêmement bénignes qu'on n'a pas traitées, des gens qui avaient des contre-indications au traitement, on a fait des précautions sur le plan cardiaque, mais ça marche. Et maintenant, il y a des études aussi qui sortent dans le monde avec l'ivermectine, qui est un antiparasitaire qui, curieusement, marche. Et il y a des études qui sortent là-dessus. Donc, tout ça, c'est des médicaments pas chers. Et ça gêne le plan de Big Pharma qui voulait utiliser la pandémie pour nous fourguer un médicament très cher par voie intraveineuse qui ne marche pas et qui est un peu toxique, et puis pour nous fourguer le vaccin. Vous parlez à Didier Raoult régulièrement, vous parlez? De temps en temps, pas régulièrement, mais je le connais, on a échangé ensemble et j'ai beaucoup d'admiration pour ce qu'il fait parce qu'il a été courageux. On le fait passer pour un gourou parce qu'il a les cheveux longs et des bagues, mais faut voir qu'il a toute une équipe derrière lui. Moi je connais depuis très longtemps, je suis ami avec tous ses assistants, le professeur Brookie, le professeur Parola, le professeur Lagier, ils sont nombreux. Il est plus soutenu qu'il n'y paraît par la communauté médicale, Raoult, aujourd'hui, en France et dans le monde? Par l'ensemble des médecins de base, bien sûr qu'il est soutenu. Après, il y a une petite élite qui ne veut pas entendre parler de tout ça, qui essaie de le tuer. Ouais. Mais, qui veut tuer Raoult? La petite élite qui qui travaille avec l'industrie pharmaceutique. Le président de la République, quel lapsus, mon Dieu, l'ex-président de la République, Nicolas Sarkozy, lui-même s'exprime sur le professeur Didier Raoult. Regardez, écoutez. Dans chaque crise, il faut trouver des boucs émissaires. C'est une maladie française. Et pour moi, l'adversaire, c'est le Covid. C'est pas tel ou tel médecin, et je pense notamment au professeur Raoult. Je ne comprends pas pourquoi il y a tant de violence à son endroit. Alors c'est un homme de grande qualité qui a fait son possible pour soigner au mieux ses patients, qui a sans doute fait des erreurs, comme on en fait tous, moi le premier. Oui, soutien de Sarko. C'est sympa. Bon, non, mais il faut regarder qu'il y a l'évidence scientifique, et ça énerve beaucoup mes collègues, mais quand on voit qu'à Marseille, on est beaucoup moins morts qu'ailleurs. Oui. Mais est-ce que c'est vrai, ça? Bien sûr, c'est les statistiques officielles de la France, de Santé publique France, et c'est pour ça qu'ils sont aux abois, parce qu'ils ne supportent pas cette vérité en face. Oui. Cela dit, écoutez le professeur Didier Raoult, là, il est en train de reconnaître que le nombre de morts, écoutez-le, augmente. Écoutez. Oui, c'est vrai. Incontestablement, il y a associé au Covid-19 plus de morts depuis 10 jours que ce qu'il y en avait dans les 2 mois antérieurs. C'est vrai. Mais encore une fois, on est peut-être grâce ou à cause du Covid-19, on est en train d'explorer des choses que l'on n'explorait jamais et on est en train de réanimer des gens qu'on ne réanimait pas. C'est vrai qu'il y a depuis très peu, une période très courte, une petite augmentation des hospitalisations, mais il faut relativiser. Même si une augmentation des décès, au mois de juillet, fin juillet, il y avait moins de 10 décès par jour. En août, il y a eu un pic à 20 décès par jour. Dimanche dernier, il y en avait 4. Alors si demain, il y en a 10, on va dire c'est un doublement de la mortalité. Ouais. On reste dans des chiffres extrêmement bas. Souvenez-vous, pendant la vague épidémique, il y en avait 500 décès par jour. Ah non, moi, je me souviens du 8 ou 9 avril où on en a totalisé avec les EHPAD 1300 ou 1400. Il y a eu... Donc voilà, je ne dis pas que l'épidémie n'est pas terminée, ça circule le virus circule encore, il y a encore des personnes hospitalisées, mais beaucoup moins qu'avant. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, on les soigne mieux qu'au mois de mars, par exemple? Est-ce qu'on sait? Il y a les infections exiguës. Maintenant, on a beaucoup amélioré la prise en charge parce qu'on les met sur le ventre pour respirer. On leur donne de la cortisone, qui est un anti-inflammatoire. C'est probablement que ça diminue un petit peu la mortalité. D'ailleurs, ça a été montré chez les personnes sévèrement atteintes. Mais la cortisone, ce n'est pas un antiviral. Malheureusement, la plupart des services hospitaliers dans ce pays ne traitent pas les malades par l'hydroxychloroquine, l'azithromycine. C'est là où il y a... Moi, je me souviens d'avoir croisé des grands infectiologues, etc., à nos micros de journalistes avant l'été, qui disaient, mais Raoult se trompe car à l'AP-HP, dans les grands hôpitaux parisiens, on administre de l'hydroxychloroquine à titre compassionnel. On n'est pas sûr que ça marche, mais on en administre plus à Paris
qu'à Marseille. C'est totalement faux, parce faux. que si vous regardez l'étude qui a été publiée par le professeur Combe à la Pitié-Salpêtrière sur toute l'expérience de l'assistance publique, sauf mon service qui était mis un peu à part, oui. Je ne sais plus très bien les chiffres, mais il y avait moins de 20% des malades à l'assistance publique qui avaient reçu l'hydroxychloroquine. Moins de 20%. Donc c'est faux. Et il n'y a pas eu de liberté de prescription de l'hydroxychloroquine à l'assistance publique. Je le sais par des messages qui venaient du siège de l'assistance publique. Moi, si j'ai eu le droit d'avoir l'hydroxychloroquine à Garches, c'est parce que j'avais poussé un coup de gueule dans les médias. Parce que j'avais découvert qu'on ne pouvait pas en avoir. Ma pharmacienne m'avait transmis des mails du siège qui disaient non, de la pharmacie centrale des hôpitaux, que les armoires avaient été dévalisées par les internes de pharmacie sur ordre de leurs seniors. Et alors l'assistance publique a dit Perron dit des fake news, mais moi j'avais le mail, même Libération m'avait interviewé, je l'ai rendu public ce mail. Après, non, ils ont arrêté de m'attaquer là-dessus. Mais après, pour me calmer, il m'a envoyé une caisse de chloroquine. Donc finalement, moi, dans mon service, on a traité la majorité des patients en respectant des contre-indications. On a respecté d'ailleurs le décret. On n'a pas traité tout le monde. On a traité ceux qui avaient déjà besoin d'oxygène pour ne pas être en dehors de la loi. Mais on l'a fait. Alors que dans beaucoup de services de l'assistance publique, on n'a pas traité les malades. Je suis désolé. Donc vous êtes en mesure de dire aujourd'hui que dans votre service, avec l'hydroxychloroquine et le traitement que vous considérez comme juste, vous êtes arrivé à des seuils de létalité, de mortalité inférieurs à ceux qu'on peut observer ailleurs à Paris. Ça a été publié. Ça a été publié. Je souhaiterais dans quelques minutes, pas tout de suite, que nous parlions des tests. Et je vais demander à mon équipe déjà de passer un petit coup de fil à cet étudiant Andreas qui nous a appelé hier en direct, qui nous a dit j'ai fait mon test PCR il y a 8 jours parce que j'étais cas contact et qui n'avait toujours pas hier lundi, 8 jours après son test, son résultat. J'aimerais qu'on l'appelle parce que si ça dure encore, je pense que ça peut devenir l'affaire de l'année, là, parce que ça c'est assez extraordinaire. Je voudrais tout de suite, si vous êtes d'accord professeur, c'est le principe de Brunet Direct, qu'on passe la parole à ceux qui nous appellent. On est au 01 41 41 10 20 avec Cédric, je crois. Bonjour mon cher Cédric. Oui, bonjour Eric, bonjour professeur. Question, est-ce que cette affaire du Covid-19, dans sa dimension politique, parce qu'on voit très bien qu'il y a un propos politique derrière le propos médical, est-ce que c'est un mensonge d'État pour vous ? Je ne sais pas si c'est un mensonge d'État, mais en tout cas, ça devient quand même inquiétant, c'est-à-dire qu'on laisse la santé publique derrière l'aspect financier, quoi. Et moi, c'est ça qui m'inquiète un peu dans ce que j'entends là, c'est qu'on préconise nos intérêts personnels au détriment de la santé publique. Moi, je suis sidéré d'entendre ça. Si c'est ça, c'est effectivement très grave. Oui. Alors, j'ose espérer que c'est pas l'État qui ment, parce que je me dis non, c'est pas possible, on n'est pas en train de faire ça. Mais si réellement on fait ça... Ce qui vous agace, c'est quand le professeur Perron dit que Big Pharma, c'est-à-dire les grands laboratoires pharmaceutiques, ont cloisonné les choses et n'ont pas envie que d'autres molécules, des médicaments qui ne coûtent pas cher, soient considérés comme ceux qui soignent la maladie, quoi. C'est ça qui vous agace. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Je ne dis pas qu'il a tort, même parce que quand j'en discute, moi, en aparté, souvent les gens en arrivent à cette conclusion-là. Mais moi je n'ose pas penser ça, mais je suis inquiet. Je me dis, mais on n'est pas en train de faire ça. On est en train de jouer quand même avec la vie des gens, mais avec la vie de nos gamins. La situation, en plus, les dégâts que c'est en train d'occasionner en parallèle, c'est-à-dire qu'on est en train presque de traiter nos enfants d'assassins, de vieux, on leur dit surtout n'approchez pas vos grands-parents, vous allez les tuer. On leur fait subir 12 heures de masque. Moi j'ai mes enfants, ils subissent 12 heures de masque de 7 heures du matin à 19 heures le soir. Il n'y a aucun adulte dans aucun métier qui ne subit ça. 5 jours d'affilée, c'est pas vrai. Même les médecins ne subissent pas ça. Et on leur fait subir des choses et ils ne peuvent rien dire. Moi, mon fils qui est au lycée, il n'a pas accès à l'eau potable en 2020 pour des raisons sanitaires. Pendant 12 heures, on est prêt à laisser des enfants ne pas boire pendant 12 heures pour des raisons sanitaires. On est fou. Ce système, cette maladie, quoi qu'il en soit, nous rend fous. Et j'espère que c'est pas pour des raisons financières, sincèrement, parce que si c'est ça, c'est vraiment un scandale. Là, c'est vraiment un scandale. Très intéressant ce que dit Cédric, parce que très intéressant. Bravo, merci Cédric, parce que la question c'est celle de la disproportion. La disproportion, bien évidemment,
dans le cas d'une pandémie, il est sain et bon et naturel qu'un État réagisse avec vigueur. Est-ce qu'on en fait trop? Est-ce qu'on est dans une disproportion aujourd'hui? Je pense à un certain nombre de gens dans mon entourage personnel qui ne sont pratiquement pas sortis de chez eux, à part une demi-heure tous les jours, depuis maintenant 6 mois. Il y en a beaucoup de Français qui prennent à la lettre ce qu'on leur dit. Les Français pensent que les autorités sont là pour les protéger. Peut-être qu'ils vont réaliser que ce n'est pas toujours le cas. Regardez au début de l'épidémie, quand il y avait des centaines de mortes, 500 morts au plus tous les jours, il n'y avait pas de masque, on nous disait c'est inutile, il n'y avait pas de tests, il n'y avait rien, on interdisait le traitement. Il y a quand même des décrets pour interdire le seul traitement qui sauvait plus de 95% des gens. L'efficacité de la chloroquine est largement prouvée dans le monde entier maintenant. Moi, je suis désolé, professeur, je suis obligé de vous lire toute la journée. J'entends le contraire. Et oui, parce que j'ai fait juste une école de journalisme. Je n'ai pas fait d'études de médecine, mais toute la journée, on nous répète le contraire. C'est instrumentalisé si vous lisez. Je ne reproche pas ça aux journalistes parce que c'est difficile pour un journaliste de faire la part des choses. Et puis, c'est des articles en anglais un peu compliqués à lire. Mais si vous regardez toutes les publications, on montre que ça marche. Le meilleur exemple, c'est, vous savez, comment imaginer que le Lancet et le New England Journal of Medicine, les plus grands journaux médicaux du monde, soient tombés dans la publication d'études frauduleuses? Ils l'ont reconnu eux-mêmes, ils ont rétracté leurs études. Que les rédacteurs en chef de ces 2 journaux ont dit oui, on est complètement infiltré par l'industrie pharmaceutique. Beaucoup d'articles qu'on publie sont pourris et sont sous l'influence de l'argent. C'est pas moi qui le dis. Elle est pourrie à ce point-là parce que je suis désolé, moi qui suis un peu libéral, j'ai toujours défendu l'idée que, ma foi, les départements recherche et développement des grands laboratoires pharmaceutiques du monde, c'est ceux qui nous permettaient de vivre plus longtemps, quoi. Quand on a de l'hypercholestérolémie, de je sais pas quoi, de l'hypertension artérielle, des cancers, des pathologies complexes. Heureusement que les grands labos sont là depuis une trentaine d'années, parce qu'ils ont quand même inventé les molécules qui nous prolongent. Ce discours anti-labo, est-ce que c'est pas un truc de marxiste Pas du tout, parce que moi j'ai eu beaucoup d'admiration pour des patrons de l'industrie pharmaceutique qui ont fait des choses merveilleuses. Mais malheureusement, avant, il y avait plein de petits labos, même en France. Tout a été regroupé. Maintenant, il y a 4-5 grands labos qui contrôlent le monde. Donc, il y a une espèce de concentration de pouvoir. Avant, je ne dis pas qu'il n'y avait pas un petit peu d'influence, un petit peu de corruption. Enfin, ça restait marginal. C'était pas... depuis 20 ans, on voit que l'industrie pharmaceutique est en train de contrôler le monde. C'est pas moi qui le dis, mais à l'ONU, quand j'étais à l'ONU pour dénoncer sur la maladie de Lyme d'autres Attention, on va vous accuser de complotisme. Moi, je suis fier d'être complotiste parce que ce terme de complotiste, ça me fait rire maintenant parce qu'on le sort à tout va. Ceux qui disent que je suis complotiste, c'est ceux qui n'ont pas d'argument scientifique à m'opposer. Cela dit, c'est pas parce qu'on a inventé le complotisme que les complots n'existent pas. Un complot, c'est 2 types qui s'entendent contre vous sur votre dos. Voilà. Un complot, il y aura toujours des complots. J'ai beaucoup de respect pour les anciens. J'ai beaucoup de témoignages d'anciens de l'industrie pharmaceutique que j'ai connus il y a plus de 20 ans qui me disent « Christian, bravo pour votre combat. Quand on était dans l'industrie, ce n'était pas ce monde-là. Ils sont horrifiés de voir la dérive. C'est pas moi qui le dis. Cédric, qui était au téléphone avec nous, réaction à ce que dit le professeur Perron. Je rappelle quand même le professeur Perron, parce que le grand public ne vous connaît pas. Enfin, on vous a vu depuis quelques mois, professeur Perron, mais vous avez été conseiller du ministère de la Santé pendant 15 ans en matière de santé publique. Voilà, les agences françaises et européennes du médicament, l'OMS, ont fait appel à votre expertise pendant des années. Donc, je le dis, vous êtes quelqu'un qui a un CV tout à fait conséquent. Cédric, si vous voulez réagir. Oui, moi je reste sur mes positions. Je suis très intéressé par ce que dit le professeur Perron, que je suis un petit peu maintenant dans ses déclarations, comme d'autres qui dénotent un petit peu, Jonathan Freund notamment, ou le professeur Toussaint aussi qu'on entend, et qui vont pas dans le même sens que les autres. Et effectivement, moi j'ai l'impression qu'on me traite de complotiste, mais à aucun moment je ne cherche le complot. J'essaye juste de comprendre. Ce matin, l'INSEE a publié des chiffres. Le nombre de morts en France est le même que l'année dernière et le même que l'année d'avant sur les 3 derniers mois. Donc moi, tous ces gens qui me parlent de deuxième vague, qui sont médecins, je me dis soit ils sont pas compétents, mais dans tous les cas, ils vont devoir démissionner. À un moment donné, on va devoir prendre des décisions. C'est vrai qu'on oublie toujours que chaque année, chaque jour en France, je ne parle pas du Covid-19, il y a environ 1600 ou 1700 personnes qui meurent tous les jours. Bien sûr, et que les pathologies cardiovasculaires, le cancer tuent beaucoup plus que le Covid-19, bien évidemment. À cet égard, d'ailleurs, on pourrait presque dire, professeur, qu'il faudrait combattre avec autant d'âpreté les frites grasses
les frites grasses ou la charcuterie, dont je suis un fan, que le Covid. Hein. Vous avez raison. Quand il y a eu vraiment la vague épidémique, on a dit à tout le monde, restez chez vous, appelez le 15. Le 15 était saturé. Donc les gens qui étaient en train de faire de l'infarctus à la maison, qui avaient vraiment un besoin d'urgence des soins hospitaliers, n'avaient pas accès parce que le 15 était totalement saturé. C'était dénoncé d'ailleurs par un colonel des pompiers. Après, on lui a un peu tapé dessus. Il a dû nuancer ses propos parce que c'était mal vu par la hiérarchie. Mais il y a eu, en France, vraisemblablement, beaucoup de morts du fait que les gens n'avaient plus accès au système de soins. Vous imaginez tous les gens qui avaient des cancers, ont reporté leur traitement parce qu'on ne pouvait plus aller à l'hôpital à cause du Covid. Ça n'a jamais été mesuré. Mais c'est un effet secondaire majeur de toutes les décisions excessives qui ont été prises. Alors on me dit dans l'oreillette qu'on sera dans quelques instants avec le jeune homme qui a fait son test il y a 8 jours, qui n'avait toujours pas de résultat après 8 jours hier. Andreas, il sera avec nous dans quelques minutes. Je voudrais vous montrer quelque chose. Figurez-vous, professeur, qu'il y a une quinzaine de jours, je fais une énième émission consacrée au Covid, coronavirus, et j'ai des invités qui ont été au téléphone, en Skype, et qui ont eu la dent très dure à votre endroit, et à l'endroit du professeur Raoult. Et je souhaiterais que vous écoutiez Laurent Alexandre. Écoutez-le. Je trouve que Didier Raoult, Philippe Douste-Blazy et le professeur Perron ne se sont pas honorés dans cette affaire-là. Et quand vous avez le professeur Perron qui explique à la télé que si on avait généralisé la chloroquine, on aurait sauvé 25 000 Français, et que donc 25 000 Français sont morts à cause de nous, médecins, parce que nous ne leur avons pas donné de la chloroquine, c'est vraiment du charlatanisme. On ne peut pas dire, quand on est professeur de médecine, que les collègues ont tué 25 000 Français. C'est une accusation absolument affreuse. C'est scandaleux. Perron mériterait une sanction ordinale exceptionnelle. Accuser d'assassinat les collègues comme ça, ce n'est pas acceptable. Ce qu'a fait Perron est déshonorant pour notre métier et est parfaitement inacceptable. Bon, voilà, ça c'est une charge en bonne et due forme. Oui, alors je rappelle à ceux qui l'ignorent, Laurent Alexandre, c'est un médecin urologue, il est chirurgien, il est également chef d'entreprise, voilà, et il a fait l'ENA, me semble-t-il. Oui, mais alors, Laurent Alexandre a fait des discours eugénistes absolument épouvantables. Ce monsieur n'a pas soigné de malade depuis des années. Je ne sais pas pourquoi il est sur tous les plateaux pour parler du Covid alors qu'il n'a pas vu un seul cas. L'histoire des 25 000 morts, c'est documenté et par 3 sources différentes. Si vous comparez parce que ce qui compte, c'est le nombre de patients morts parmi les patients hospitalisés. Oui. Ça, c'est un chiffre qui... Vous avez dit que si on l'avait utilisé, cette chloroquine, 25 000 morts auraient été économisés. C'est établi scientifiquement. Oui. Si on compare l'IHU de Marseille avec le reste de la France, si on compare la France avec l'Allemagne, si on compare la France avec les autres pays qui ont utilisé largement... Mais les Allemands, qui ont des chiffres bien meilleurs que les nôtres, utilisent l'hydroxychloroquine ? Bien sûr, parce que c'était pas... Mais bien sûr. Je l'ignorais totalement. Ça n'a pas été... En Allemagne... peut-être que les Allemands ont soupé avec Hitler et la dictature, les Allemands sont beaucoup plus libres. Il n'y a jamais eu de persécution des médecins en Allemagne comme on a en France, comme par rapport sur la maladie de Lyme. On ne persécute pas les médecins en France. On a un État centralisé, certes. Non, c'est jacobin, toute tête qui dépasse est coupée. Sur la maladie de Lyme, c'est mon combat depuis 20 ans. Les médecins tombent, on les accuse de charlatanisme, comme ce Laurent Alexandre qui lance charlatanisme et qu'il aille s'occuper de malades avant de dire ça. C'est vraiment un scandale. En France, on n'est pas libre. En Allemagne, il n'y a pas de persécution contre les médecins, ils sont libres de prescrire ce qu'ils veulent. Et c'est pour ça qu'il n'y avait pas que la chloroquine. L'Allemagne aussi a fait un confinement ciblé. Vous voulez dire qu'en France, dans la pratique médicale, il y a les anglo-saxons diraient des guidelines, des remparts qu'on ne peut pas franchir, il faut qu'on soit... C'est de pire en pire. On était libre il y a quelques années. Maintenant, d'année en année, on est en train de nous mettre des normes et toute personne qui sort des normes qui sont... Ces normes sont édictées par des sociétés savantes très liées à l'industrie pharmaceutique. Et on dit tout médecin qui sort de la norme, il doit être condamné. On voit les caisses d'assurance maladie qui sont ravies, qui foncent là-dedans. Le Conseil de l'ordre des médecins, dans certains cas, parce que le Conseil de l'ordre, moi, j'ai rien contre le Conseil de l'ordre. Ils essaient de faire leur boulot, mais ils sont influencés. Et c'est grave ce qui se passe actuellement. Les médecins, de plus en plus, n'ont plus leur liberté de prescription. Oui. Et c'est une attaque très grave contre le serment d'Hippocrate. Est-ce que c'est vrai, là, à l'instant, Laurent Alexandre disait qu'il faudrait des sanctions contre le professeur Perron. L'Ordre et la PHP ont lancé des procédures internes à votre endroit ? Alors, j'étais
J'ai été reçu par le Conseil de l'ordre des Hauts-de-Seine. Et puis, bon, voilà, il y a eu un entretien très cordial. J'ai exposé mes arguments. Après, je ne sais pas quelle sera leur décision. Mais effectivement, ils ont vu que je n'avais pas diffamé, que je n'avais pas porté atteinte au code de déontologie médicale. Parce que dans mon livre, il y a 0 diffamation. C'est pas moi qui ai dit qu'il y avait... Il y a un professeur de médecine de la Pitié-Salpêtrière en néphrologie qui a dit à la télé, Perron a dit que des millions de médecins dans le monde étaient des criminels. J'ai jamais prononcé ces paroles. C'est-à-dire qu'on a mis dans ma bouche des paroles que j'avais jamais prononcées, que j'aurais même pas pu oser prononcer. Et ça a été une espèce d'attaque dégueulasse contre moi pour essayer de me mettre à mort. Et bon, voilà, dans mon livre, j'ai jamais dit ça. Oralement, j'ai jamais dit ça. Faire une infraction au code de déontologie, c'est dire le docteur Tartampion est un idiot parce qu'il n'a pas soigné comme il faut. J'ai jamais cité aucun médecin. Et dans mon livre, si j'ai cité des médecins, c'était pas du tout pour mettre en cause leur qualité médicale. C'était juste pour dire ce qui était de notoriété publique, c'est publié sur les sites officiels, qui avait des liens d'intérêt. Donc il y a 0 diffamation, 0 atteinte au code de déontologie. Donc après, le Conseil de l'ordre fera ce qu'il veut, mais je suis à l'aise. Beaucoup d'appels, me dit-on. On va au 01 41 41 10 20. C'est Valérie qui nous appelle de l'Est de la France. Ma chère Valérie, bonjour. Bonjour. Je vous écoute. Eh bien, je voulais dire un mot sur cette émission et parler des malades rapidement parce qu'en France, il y a beaucoup de gens qui souffrent de maladies chroniques et qu'avec le Covid, ces gens ont vu les autres Français qui étaient en bonne santé se confiner. Et alors qu'il est, pour les malades chroniques, la situation pour eux, elle continue puisqu'ils restent confinés chez eux parce qu'eux, ils sont malades. Et surtout, ils sont horrifiés de voir que les médecins se battent entre eux concernant l'hydroxychloroquine, concernant les gestes barrières, concernant par exemple le port du masque. Moi, j'habite Strasbourg. C'est absolument délirant ce qu'on vit concernant le port du masque à Strasbourg. Un coup, il faut le porter, un coup, il ne faut pas le porter. On va finir par rendre les gens fous, c'est-à-dire qu'ils ne vont plus sortir de chez eux parce qu'ils ne sauront plus comment ils doivent se comporter. Et puis surtout, ce que je voulais dire aussi sur les masques, c'est que je suis très inquiète sur ce que cela va donner au plan psychologique pour les enfants, pour les adolescents, qui eux se sentent muselés, passer la journée devant des enseignants masqués, être masqué soi-même, ne pas pouvoir correctement respirer, courir dans les cours de récréation, etc. Tout cela, ça me préoccupe. C'est sûr qu'il y a une part d'insouciance qui disparaît. C'est quelque chose qui n'est pas palpable tout de suite, mais vous avez raison de vous inquiéter sur le moyen et le long terme, parce que c'est terrible de voir des ados, des pré-ados, des gamines, des gamins qui sont dans cette espèce de gravité. Eux, même si ce n'est pas une guerre, eux, ils vivent une sorte d'état de siège humain, affectif. Je suis d'accord avec vous. Et quel est le regard que vous jetez sur ce que nous dit le professeur Perron aujourd'hui? Eh bien, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit le professeur Perron. Je le suis depuis le début de la crise. Le professeur Raoult et le professeur Perron, ainsi que d'autres, comme le professeur Toussaint par exemple, ou Toubiana, me font l'effet de prendre des risques pour dire la vérité et pour nous aider, nous, Français, à démêler le vrai du faux. Et je pense qu'ils nous font ouvrir les yeux, ils ont bien raison, et je pense aussi que beaucoup de Français, de toute façon, ont les yeux ouverts. Je respecte énormément le professeur Perron pour son pragmatisme, sur le fait qu'il reste calme, il n'appelle pas la population à se soulever. Il prend des risques aussi vis-à-vis de collègues qui n'arrêtent pas de le conspuer. Et en ce sens, j'ai envie de dire, comme on dit chez nous en Alsace, que cet homme et que ceux qui sont de son acabit sont des mensch. Voilà. Ce qui est fabuleux, c'est que cette crise, parce que moi je trouve ça passionnant sur le plan politique, a révélé que il y avait quelque chose de supra-médical. Vous deveniez, vous, Raoult et d'autres, des politiques. Finalement, les gens ont un avis sur vous qui confine à celui qu'on peut avoir avec des personnalités politiques. J'ai vu des dîners avec des copains où on s'engueulait autour de Raoult, autour de vous.
C'est-à-dire qu'aucun de ceux qui s'engueulaient n'avait un niveau médical susceptible d'apprécier ou pas la qualité de ce que vous disiez. Mais on s'engueulait de la même façon qu'on aurait pu s'apostropher sur un sujet politique, gauche-droite, méritocratie ou système égalitaire. On était là-dedans. C'est vrai que cette gestion... Vous êtes devenu politique, que vous le vouliez ou non. Je n'ai pas fait exprès, mais c'est évident que la gestion de cette crise n'est plus du tout médicale, elle est politique. Et pour rebondir sur ce que dit notre auditrice d'Alsace, le masque est une muselière, et elle a raison de dire... Le masque, il ne masque pas les yeux. Les Français, ils voient ce qui se passe. Et il se trouve que j'étais à Strasbourg samedi dernier à l'invitation de la députée Martine Vonner et du président de la conférence des doyens de Strasbourg. Quand il y avait eu la polémique, parce que la préfète avait fait un décret pour interdire les masques, et puis après le Conseil d'État s'en est mêlé, à Strasbourg, ces derniers jours, il y avait aucune nouvelle admission pour Covid dans les hôpitaux, et pourtant la préfète a repris un avis de généraliser le masque pour tout Strasbourg et tout le Bas-Rhin. C'est un non-sens total sur le plan scientifique, c'est une disproportion colossale. Pourquoi on va faire, pardonnez-moi l'expression, on va faire chier les Alsaciens à porter un masque quasiment jour et nuit partout, quoi qu'il arrive, alors que l'épidémie en Alsace est très calme et que dans les hôpitaux, il y a certes quelques cas, mais il n'y a aucune alerte sanitaire majeure. Je vous propose, à ce stade, s'il vous plaît, professeur, que nous allions parler des tests. Parce que les tests, c'est quand même un gros morceau du gâteau, surtout depuis quelques jours. Nous sommes d'ailleurs par Skype avec le président du syndicat national des jeunes biologistes médicaux. Voilà, Lionel, on reste à Strasbourg, puisque nous étions à l'instant à Strasbourg, puisque vous êtes, je crois, biologiste libéral à Strasbourg. Bonjour Lionel Baran. Bonjour. Bon, que se passe-t-il d'abord? Que se passe-t-il autour des tests? Première question, celle des délais, en particulier des tests PCR. On sera dans un instant avec quelqu'un qui nous a appelé en direct dans l'émission, un jeune étudiant, région parisienne, qui a fait un test lundi dernier et qui hier, je ne sais pas s'il a eu ses résultats aujourd'hui, enfin hier, en direct, il nous a dit, je les attends toujours, je suis à côté de mon téléphone, ça fait 7 jours. Que se passe-t-il sur les délais? Eh bien, les délais augmentent. Ils explosent même dans certaines régions. Je pense notamment autour de la région parisienne, du sud de la France. Pourquoi? Parce qu'on est passé de 300 000 tests au début de l'été à plus d'1 million aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a fait plus du triple en l'espace de 2 mois. Ce, alors même que nos ressources humaines, nos secrétaires, techniciens, biologistes étaient sur les rotules. Donc c'est difficile de leur demander beaucoup plus. On est au maximum de nos capacités analytiques, c'est-à-dire qu'on n'a pas plus de machines pour faire plus de tests, et qu'on commence à revoir des difficultés de réactifs, c'est-à-dire qu'il y a des laboratoires qui sont en pénurie de réactifs, voire en rupture, et qui menacent du coup de s'arrêter totalement de faire des tests PCR. Donc on va avoir une augmentation des délais de rendu de résultats, ce qui est dramatique, parce que l'objectif, c'est d'avoir des résultats rapidement. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut cibler. Il vaut mieux faire 500 000 tests aux bonnes personnes, c'est-à-dire les cas qui ont des symptômes, les cas contacts et les personnes qui reviennent de pays à risque, par exemple, et avoir les résultats en 24 à 48 heures, plutôt que de faire des tests à n'importe qui, 70 millions de Français, et avoir les résultats 2 semaines après. Parce que si on veut tester 60... Dites-moi. Oui. Attendez, Lionel Baran, vous restez avec nous une minute. Je voudrais, parce qu'on est en ligne justement avec Andreas. Bonjour Andreas. Bonjour. Bonjour. Andreas, donc étudiant, Montreuil, qui attend depuis 8 jours chez lui les résultats de son test PCR qui a été fait lundi dernier, pas hier, hein, lundi d'avant. 8 jours, toujours pas de résultats. Et donc hier, du coup, il a raté la rentrée universitaire parce qu'il s'est dit, je me souviens, vous m'avez dit, Andreas, j'ai pas envie de causer une infection, voire même tuer quelqu'un. Vous aviez utilisé cette expression. Andreas, une seule question. Est-ce qu'entre hier et aujourd'hui, vous avez enfin eu vos résultats de test PCR? Eh ben oui, alléluia. Il y a 45 minutes, j'ai reçu... ou positif, vu que ça fait une semaine, ça change rien, quoi. Ouais, c'est hallucinant. Donc vous avez raté là. Finalement, vous avez eu le parcours du bon élève parfait. Vous avez fait ce qu'il fallait. Vous avez même raté la rentrée universitaire hier. Et je rappelle, hier, vous m'avez dit qu'avec tout ce qui s'est passé, les grèves, le Covid, etc., vous, étudiants, vous n'êtes pas allé en cours depuis... Le 5 décembre. Le 5 décembre 2019.
Voilà, exactement. Bon. Donc ça commence à faire long. Ouais. Bougez pas. Avouez quand même, Lionel Baran, biologiste à Strasbourg, avouez quand même que sur l'aspect des 8 jours, c'est n'importe quoi. Puisque j'ai mes premiers symptômes, je prends rendez-vous pour aller me faire tester. Il faut attendre 1 jour, 2 jours, 3 jours. Hein, c'est rarement dans la minute qui suit. Bon, voilà. Et j'ai finalement mes résultats 7 plus 1, 8 jours plus tard. Ça fait 11 jours après l'apparition des premiers symptômes. C'est n'importe quoi. Ça ne sert à rien. Il ne faudrait même pas payer ce test. Mais c'est bien ce que je dis, c'est contre-productif de dépister tout le monde et n'importe qui parce que ceux qui en ont réellement besoin n'ont pas les résultats à temps. Et là, c'est un exemple, mais des exemples comme ça, vous en avez partout. Les personnes qui ont des PCR avant les chirurgies et dont les chirurgies sont déprogrammées parce qu'on n'arrive pas à avoir les résultats dans les délais, ce n'est pas possible. On est passé d'un extrême où on dépistait personne en mars à l'extrême inverse. On a l'impression que c'est vraiment l'objectif du chiffre, le million à tout prix, le million sans s'intéresser au délai de rendu de résultats et sans mettre en avant sans sécuriser l'approvisionnement réactif et sans nous apporter de machines supplémentaires parce qu'on les a commandées, mais on les attend toujours. Des fois, c'est plusieurs mois d'attente. Donc, ce n'est pas une stratégie qui est gagnante. Et évidemment, quand on va voir les symptômes grippe, toux, fièvre, rhinovirus, toutes les infections respiratoires en automne, qu'est-ce qui va se passer? Il faut bien qu'on puisse savoir qui est qui. Il faut bien qu'on puisse tester les symptomatiques en priorité avec des résultats rapides si on veut casser les chaînes de transmission. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faudra peut-être vacciner massivement les Français contre la grippe, parce qu'on sait déjà que les laboratoires sont embolisés, les urgences et les hospitalisations tous les ans sont saturées par les personnes de grippe. On ne sait pas trop où on va mettre les personnes qui sont atteintes du Covid. Donc il faut communiquer. L'État a dit PCR pour tout le monde, c'est open bar, et il n'a pas donné les indications de quand faire une PCR et quand ne pas faire une PCR. Oui. Et c'est vrai que chez nous, tout est urgent. La personne mais regardez, attendez, pardon, mais elle agresse le secrétaire. Oui, j'entends ce que vous dites, Lionel Baran, mais je suis désolé. Par exemple, Andreas, qui est en ligne avec nous. Andreas, pourquoi vous avez fait un test PCR, vous? Parce que j'étais cas contact. Mon ami a toute sa famille qui est positif au coronavirus. Et donc, du coup, j'ai eu contact avec eux. Et donc, du coup, je suis allé moi-même dans un laboratoire me faire dépister. Parce qu'il n'y a vraiment pas de suivi de l'ARS, hein, comme on essaye de nous le dire. Il n'y a rien du tout. Hein. Personne ne vient nous appeler. C'est vraiment nous. Est-ce que je peux juste donner mon avis là-dessus? Parce que j'ai entendu Lionel Baran il y a 5 minutes. Moi, je suis d'accord avec lui pour maintenant, il faut tester que les personnes cas contact ou ayant des symptômes. Mais initialement, on aurait dû tester tout le monde de base. Et on aurait dû avoir les moyens financiers et matériels de pouvoir tester tout le monde. Parce que c'est pas la première épidémie et pandémie qu'on a face à nous. Et il n'y a pas de coordination ni européenne ni au niveau des ministres. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de plan épidémique, il n'y a rien, et que c'est la première fois et que ça vient de débarquer. Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il y a des tests de partout dans les différents pays de l'Union européenne, c'est jamais les mêmes. Il y a des tests salivaires, on les a pas chez nous. Il y a personne ne transmet aucune information entre nous. Je ne sais même pas à quoi sert l'Union européenne. Et très honnêtement, je pense que vous, Éric Brunet et moi, ensemble, on peut déjà faire mieux que le président de la République et que le gouvernement pour gérer cette crise du Covid. Vous faites marrer le professeur Christian Perron. Là, on est complètement dans la thématique de votre bouquin. Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise? J'ai l'impression qu'en matière de tests, c'est aussi... vous entendez ce biologiste libéral, président du syndicat national des jeunes biologistes médicaux. Vous entendez ce patient. C'est quand même ubuesque. Oui. C'est ubuesque. Ça fait sourire. Tout à fait. Alors, ne vous inquiétez pas, les autorités vont commettre encore des erreurs, ils n'arrêtent pas. Je remercie Lionel Baran qui a un discours tout à fait pertinent. Et il y a une chose qu'il a dite qui est fondamentale, les tests doivent être ciblés. Comme le port du masque, ça doit être ciblé. On ne fait pas comme ça des masques pour tout le monde, n'importe où, à l'intérieur, à l'extérieur, alors que la pandémie est très faible actuellement. On ne fait pas des tests à tout le monde. Évidemment, pourquoi les autorités font des tests le ministre est très fier de dire on va faire 1 million de tests par semaine. Oui. C'est du grand délire parce que
jamais en médecine, en épidémiologie, on fait un test de dépistage massif sur des gens en bonne santé. Parce que ces tests diagnostiques qu'on appelle PCR, on cherche le virus dans le nez, à peu près, ça dépend un petit peu du test, globalement, il y a au moins 3% de faux positifs. C'est la limite du test, c'est comme ça. Donc, si vous testez 1 million de personnes, vous allez avoir 30 000 faux positifs chaque semaine. On va dire qu'il y a 30 000 nouveaux cas qui ne sont pas du tout des nouveaux cas. Ça va même plus loin parce que Didier Raoult a comparé le test PCR qui développe de façon scientifique dans son labo avec des tests commerciaux. Il dit qu'il y a 40% des tests qui sont des faux positifs. Une université américaine, c'était même relayé dans le New York Times il y a quelques jours, dit aux États-Unis, ça dépend des tests probablement, pour certains tests, 90% des tests sont faussement positifs. C'est-à-dire que vous êtes en parfaite santé, le ministre dit allez vous faire tester. Moi, je suis horrifié de voir ces queues. L'autre jour, je suis passé dans une rue de Paris, il y avait 100 mètres de queue, je ne savais pas ce qui se passait. J'ai vu le laboratoire de biologie médicale. On oblige des gens qui sont en parfaite santé à faire des tests et parmi eux, on va trouver des faux positifs, on va les inquiéter, on va les mettre en quarantaine. On va faire. C'est du grand n'importe quoi. Et pendant ce temps-là, moi, j'ai des malades qui me disent j'ai besoin de faire un test pour mon diabète au laboratoire du coin ou pour une maladie grave ou un test de coagulation. J'ai même plus accès au laboratoire d'analyse médicale parce qu'il y a 100 personnes qui font la queue. Donc, il va y avoir donc des conséquences graves pour des malades qui ont vraiment besoin d'accès au laboratoire de biologie. Donc il faut arrêter ce test libre, gratuit pour tout le monde, n'importe où, n'importe quand, où un maire dit je teste toute ma ville. C'est du grand n'importe quoi. Le test doit être remis sur prescription médicale pour des cas ciblés. Lionel Barrand, vous avez des cas, on vous signale, de patients qui viennent pour se faire tester, pour faire des analyses sanguines d'autres natures et qui finalement n'ont plus accès au centre d'analyse médicale classique en bas de chez eux. Non, en tout cas, moi, j'ai pas de cas comme ça. C'est-à-dire qu'on arrive à gérer le quotidien. Mais oui, qu'il y ait des délais supplémentaires, même pour le quotidien, oui. Que les choses soient plus compliquées pour nous, ça c'est clair. Comme je dis, les secrétaires, elles passent leur temps sur le Covid avec des patients qui sont des fois très vindicatifs, voire agressifs, parce qu'ils n'ont pas les résultats dans les délais. Donc oui, ça se fait sentir sur toute la chaîne. Mais pour l'instant, en tout cas, j'ai pas eu de retour. On a refusé de faire une prise de sang, un bilan, une chimiothérapie, un bilan de chimiothérapie à un patient, par exemple. Heureusement. Mais c'est pas dit que ça n'arrivera pas demain. Donc, comme l'a dit le professeur Perron, il faut qu'on cible et dépister tout d'un coup toute une ville. Là, on a parlé de Paris. Qu'est-ce qui s'est passé? L'ARS a décidé d'envoyer 1,3 million de bons de souscription, c'est-à-dire de dire à tout le monde, faites-vous dépister. Ce qui n'a aucun sens, parce que quand on ne cible pas, on peut être négatif un jour, positif le lendemain, puisque c'est un diagnostic aigu. La PCR, elle n'est pas positive très longtemps. Et c'est ça qui a embolisé tous les laboratoires. Donc le cas de monsieur, qui lui aurait dû avoir son test rapidement, puisqu'il est cas contact, il est dans des indications, il a reçu son résultat 8 jours après, quand c'était plus vraiment utile, parce que la filière est embolisée par d'autres choses. Et ça, pour le coup, il doit payer. Il doit payer. Est-ce que Andreas doit payer son laboratoire d'analyse médicale qui lui donne un résultat après 8 jours d'attente? C'est pas Andreas qui paye, de toute façon, c'est l'assurance maladie. Donc c'est Andreas qui paye, mais de manière indirecte. C'est toute l'assurance maladie. Mais c'est clair que c'est un coût pour la collectivité, un coût qui est utile si effectivement on rend rapidement les résultats, si on évite les hospitalisations, les cas de réanimation, etc. C'est utile. En revanche, si c'est faire du test pour faire du test, ce n'est pas utile, c'est dilapider l'argent public. Kylian Mbappé, positif au test PCR, ne jouera pas ce soir le match de l'équipe de France face à la Croatie. Il aurait été infecté cet été avec d'autres joueurs de foot, on en a parlé. Le problème, c'est qu'il a été testé 2 fois négatif au mois d'août avant d'être positif maintenant. Mais plus étrange encore, le gardien de l'Olympique de Marseille, Steve Mandanda, lui a été testé positif cet été. Il s'est mis en quarantaine cet été, il a tout bien fait. Puis, il a été testé négatif à 2 reprises après sa quarantaine. Il s'est dit « je suis guéri » et le voici à nouveau positif. Il y a quand même des trucs assez étranges, hein, professeur. Et alors, vous êtes gentil, tout à l'heure, vous avez dit 3% de faux positifs. Moi, j'ai quand même vu des chiffres où certains disent, et le professeur Raoult parle de 30 à 40% de faux positifs. Si on vous dit vous êtes positif et vous ne l'êtes pas, il y a 5% de faux négatifs, me semble-t-il. Enfin, en tout cas, on peut se dire que dans une file d'attente devant un laboratoire d'analyse médicale, il y en a à peu près 1 sur 2
qu'il y aura un résultat qui est faux. Mais donc c'est pas très statistiquement valable. C'est ahurissant. Et moi, je ne connais pas bien le milieu du sport, mais j'ai un collègue médecin qui s'occupe des sportifs. Ouais. Dans les compétitions actuelles dans le sport, il y a des très grands champions qui ont été exclus de la compétition parce qu'ils avaient 2 fois un test négatif, 1 fois un test positif, alors qu'ils avaient 0 symptômes, ou qu'ils étaient en contact avec un autre sportif qui avait eu un test positif. Donc on tombe dans une espèce de dictature sanitaire qui ne repose sur rien. Il n'y a pas de... il y a toujours eu des faux positifs dans les tests. S'il y a quelques faux positifs, mais qu'on cible les tests sur des gens à haut risque, qui ont vraiment des symptômes, bon, avoir sur 100 malades, avoir 2-3 erreurs, c'est gérable dans une démarche médicale. Mais si vous avez un petit pourcentage d'erreurs sur des gens en bonne santé, vous en testez des millions, là, vous allez générer une fausse épidémie. C'est ce qui se passe actuellement. Quand j'ouvre le site de Santé publique France, on dit attention, l'épidémie est en croissance exponentielle. Bon, alors je suis très inquiet. Je regarde les chiffres d'hospitalisation, de mortalité, ça ne bouge pas. Bon, il y a un petit rebond dans certains endroits sur l'hospitalisation, mais ce n'est pas dramatique. Et les morts, dimanche dernier, c'était 4 morts. Là, il va peut-être y en avoir 10 ou 20. Mais là, on est dans une instrumentalisation, une désinformation que je ne peux pas accepter en tant que médecin, de scientifique. Je suis pragmatique, je regarde la réalité. Après, si vraiment le virus devient virulent, que de nouveau, il y a des centaines de morts et des dizaines de milliers de cas, je changerai d'avis. Je dis, effectivement, il faut prendre des mesures plus coercitives. Mais aujourd'hui, mettre sous cloche des villes entières comme Strasbourg, Paris, Marseille, ça n'a aucun sens. Et le masque dans la rue, ça n'a strictement aucun sens. Je veux bien qu'il y ait le masque, il y a des rassemblements de foule et que les gens sont tassés comme des sardines, mais pas quand on se promène dans la rue, dans les parcs. À Strasbourg, il y a de la verbalisation parce que les gens, quand ils étaient à la buvette et qu'ils mangeaient, ils avaient le droit de ne pas porter de masque. Et s'ils allaient dire bonjour aux canards le long du lac dans le parc, il y avait la police qui venait les arrêter, leur mettre 135 € d'amende. Là, on est dans un grand délire. Vous avez vu la surfeuse, là? Vous l'avez vu, la surfeuse? Je l'ai pas vu. Donc, on est au Pays Basque, une surfeuse qui est positive. Et donc, regardez, la maréchaussée, la police, déguisée en cosmonaute, avec une tenue... est allée interpeller cette jeune femme qui était sur son surf et qui avait été positive à un test PCR. Donc c'est fascinant, c'est Orwell, c'est 1984. C'est totalement ahurissant. Il y a les mêmes images en Australie, une pauvre femme enceinte qui avait appelé à manifester contre des mesures coercitives. Elle a été violemment interpellée par la police. On voit les images, c'est terrible. Elle est plaquée au sol, on lui met les menottes. Et dans beaucoup de pays, on est en train de perdre notre liberté, faut le voir. C'est quelque chose de... Je n'aurais pas imaginé il y a quelques mois, sous prétexte d'un virus qui maintenant ne fait pas plus de morts que n'importe quel virus respiratoire saisonnier. Il y a eu une crise, c'est certes, je nie pas la grande pandémie qu'on a eue. Il y a encore des cas, il y a encore des cas hospitalisés, même dans mon service, j'en conviens. Mais ça ne justifie pas que la police vienne comme ça se jeter sur une surfeuse qui fait du surf sans masque. Donc c'est plus dangereux. La police est plus dangereuse pour les surfeurs que les requins bientôt. C'est terrible. Merci à Lionel Barran, biologiste et responsable syndical des biologistes, d'être venu avec nous. Beaucoup d'appels. Je vous propose de retrouver Evelyne qui a composé le 01 41 41 10 20. Bonjour Evelyne. Bonjour. Je vous écoute. Alors, est-ce que vous pensez, d'abord pour commencer, qu'on est sur un mensonge d'État dans la gestion de ce coronavirus? Et qu'est-ce que vous souhaitez dire sur les tests? Je vous écoute. On vous écoute. Alors, je pense qu'on est plutôt dans un grand brouillon d'État, parce que... Oui, un brouillon d'État. C'est une jolie formule, très jolie formule. Oui, c'est le titre du bouquin de Christian Perron, mon invité aujourd'hui, le professeur Perron. Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas faite? C'est un peu ça, votre brouillon d'État. Oui, un gros brouillon d'État. Je ne sais pas si c'est des erreurs ou s'ils veulent trop bien faire avec tout ça. Moi, je venais pour témoigner parce que vous avez tout à l'heure dit que les délais étaient très longs pour se faire tester. Donc, ma fille, tout à l'heure, est allée demander pour se faire tester suite à un cas contact. On lui propose un rendez-vous, je suis à Marseille, le 21 septembre. Est-ce que vous croyez, docteur Perron, que c'est bien la peine d'aller se faire tester?
C'est magnifique. On est le combien là? On est le 8? Oui, par là. Mais c'est extraordinaire. Non, mais 13 jours. Mais pourquoi il y a ça? C'est parce que le ministre a dit à tous les Français, ce qui est une absurdité, que tous les Français fassent la queue dans les centres de dépistage, qui saturent totalement ces centres pour aucun intérêt, sauf pour que les autorités montrent, ça y est, maintenant il y a beaucoup de cas parce qu'ils ont des faux positifs. Et les gens qui ont vraiment besoin du test, que ce soit les personnes qui ont des symptômes, leur entourage, s'il y a un cas dans une EHPAD, eh bien, qu'ils puissent être dépistés, leur entourage, ils n'ont plus accès aux tests parce que les laboratoires sont saturés. Donc je redis, les tests doivent être remis sur prescription médicale justifiée et il faut arrêter les tests libres comme ça qui n'ont strictement aucun intérêt. Voilà. Et Evelyne, je vous remercie d'abord, je vous souhaite une belle journée à Marseille. Je vous remercie d'avoir appelé parce que alors là, votre fille... Au départ, il y avait bien un cas avéré, un cas positif contact. On est bien... On fait quoi? Non mais je ne peux pas vous répondre, je ne sais pas qui pourrait vous répondre. Le coût du rendez-vous, votre fille a les symptômes du Covid, je prends rendez-vous pour la faire tester le 21 septembre, c'est magnifique. J'aimerais qu'Olivier Véran puisse regarder cette partie de Brunet Direct sur LCI. Si jamais vous êtes un des proches du cabinet du ministre de la Santé que vous êtes en train de regarder sur LCI, enregistrez, podcastez, allez montrer au ministre de la Santé ce truc hallucinant. Une jeune femme, ce matin, à Marseille, on lui a dit « Vous avez les symptômes du Covid, j'ai rendez-vous pour vous tester le 21 septembre ». Ça, je trouve ça éblouissant. Merci de nous avoir appelé et d'avoir porté à notre connaissance ce truc totalement baroque. Même si elle était positive, le 21 septembre, le virus aura disparu. Ouais. Donc, voilà. Ouais. Bon, il aura peut-être disparu. En tout cas, il faudra qu'elle attende 8 jours de plus pour avoir son résultat. Merci, mesdames, messieurs. C'était Brunet Direct, comme tous les jours, de 10h à 12h sur LCI. Dans un instant, Adrien Borne, car l'info continue, mesdames, messieurs, sur LCI. Merci, professeur Perron, d'être venu. Je rappelle le titre de votre bouquin. Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise? L'union sacrée de l'incompétence et de l'arrogance. C'est chez Albin Michel.